Ces gens confondent parfois, et je crois le plus souvent, mais à dessein, entre être natif et être originaire. Il y a de Rwandais ou Tutsis qui sont nés chez nous. Ceux-là sont des natifs. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont devenus des originaires. Ils peuvent bien même demander acquérir notre nationalité. Ils ne deviendront jamais des originaires. Notre pays est composé de... Parce que le mot race, même les ethnologues n'utilisent plus ça. Ce mot est devenu caduc depuis 1920. Parce qu'il y a une seule race, la race humaine. Mais dans ce groupe de la race humaine, en République démocratique du Congo, nous avons les Bantous, en majorité de plus de 80%. Nous avons les Soudanais. Et ici, il ne faut pas faire de confusion. Soudanais, c'est dans le sens linguistique. Bantou n'est pas une race, Bantou est une réalité linguistique des langues. Nous avons tout le nord de notre pays, des populations dont les langues sont classées dans la famille des nilo-soudanaises, comme dit le professeur américain Greenberg. Nous avons aussi nos nilotiques à nous. Il y a un petit groupe dans le territoire d'Ituri qu'on appelle les Alours. Ils parlent Alour, mais leur langue c'est classé dans le groupe des langues nilotiques. Nous avons expliqué ça. Et nous avons encore un autre groupe dans les Arou là-bas, qu'on appelle des Kakwa, sont des Congolais d'origine. Mais ils parlent la langue Kakwa, langue nilotique. Et nous avons les Pygmées, qui sont des Congolais d'origine, les nôtres. C'est que moi je vais parler en termes des Congolais pour inclure tous ces gens, tous ces groupes. Chacun luttant à sa façon pour défendre ce patrimoine qui nous est commun, la République démocratique du Congo. Et comment est-on arrivé là? 9 ans avant qu'il y ait la conférence de Berlin, Léopold II, qu'on le veuille ou non, il avait une certaine vision. Lui voulait donner à la Belgique l'État qu'on a donné à la maison princière de Saxe-Cobourg-Gotha. Il voulait donner un territoire encore beaucoup plus vaste. Il a cherché dans le Pacifique, il n'a pas trouvé. Et maintenant, il a appris qu'en Afrique, là-bas, au centre de l'Afrique, c'est vide. Léopold II a créé 4 organisations qui devaient envoyer des explorateurs, qu'on appelait à l'époque des aventuriers, au sens premier du mot, c'est-à-dire des gens qu'on envoie là où ils ne connaissent pas, mais ils partent comme ça, on verra sur place. Il a créé l'Association internationale africaine. C'était pour couvrir l'aspect commercial qui était derrière la tête
de Léopold II, on a fait appel à tous les spécialistes, à tous les aventuriers. Ceux qui veulent aller en Afrique, qu'ils partent maintenant, le roi va supporter tout. Il a créé les comités d'études liées au Congo. C'est là où on commence maintenant à ébaucher des cartes, à indiquer et à préciser la localisation des différentes tribus. Les comités d'études liés au Congo, qui sera remplacé 2 ans plus tard par l'Association internationale du Congo. Parce qu'à ce moment-là, Stanley a déjà terminé sa traversée de l'Afrique, de l'Est à l'Ouest. Le pasteur David de Livingstone, un protestant qui était parti se perdre dans les montagnes de l'Afrique orientale, personne n'avait plus de ses nouvelles. Le journal américain Herald Tribune a organisé un concours pour chercher qui voudra aller chercher Livingstone. Et c'est Stanley qui a gagné. Et il est venu chercher Livingstone, qu'il a trouvé à Ujiji. Pasteur, nous devons rentrer parce qu'on vous cherche. Et Livingstone qui dit non, moi je ne rentre pas parce que ma femme est morte ici, on l'a enterrée ici, moi je vais mourir ici, je ne rentre pas. Ça va dire, ok, comme ça moi je rentre. Au lieu de rentrer par les Zanzibar d'où il est venu, Stanley a dit, j'ai vu une ébauche de carte où il y a un très long fleuve, je ne sais pas où, mais il faut aller du côté de l'ouest. J'ai mis en gage et on verra. Il a pris quelques porteurs et ils sont arrivés après quelques mois, disons, à Lualaba, aux sources même du fleuve Congo. Il n'avait pas de précision, mais il dit, mais peut-être ça peut commencer ici, ce fleuve-là. Qu'est-ce qu'il faut aller? Il faut suivre ça maintenant. Ils ont tournoyé, égaré, mais là, ils avaient la chance, j'ai dit ça. Il est arrivé avant Kisangani, là où on a, en sa mémoire, appelé les Stanley Falls. Là où il y a beaucoup de chutes, là où le fleuve Congo n'est plus navigable. Et à partir de là, il a vu, maintenant clair, il dit, ça doit être ce fleuve-là, c'est ici. Et chaque fois, chaque jour, il faisait des rapports, des résumés de tout ce qu'il a vu, des personnes qu'il a rencontrées. Il demandait, mais ça c'est quelle langue, ça c'est quelle tribu. Il notait tout. Et arrivé à partir de Kisangani, c'est enlevé, c'était en son mémoire, le fleuve maintenant c'est calme. Ce n'est plus tumultueux comme était avant là-bas avec des chutes. Il a engagé encore d'autres porteurs. Il était le seul blanc. Et il faisait à chaque fois, après autant de kilomètres, où si les porteurs sont fatigués, il change d'autres, jusqu'à Banana. Il avait tout un coffre de ces rapports de voyage. Et il est rentré en Grande-Bretagne pour remettre ça à la couronne britannique. Dire que voilà, j'ai découvert des richesses incommensurables au cœur même de l'Afrique. Si la couronne peut prendre ces terres-là, alors la Grande-Bretagne deviendra le pays le plus riche du monde. Mais le roi George VI a dit non. Nous avons quand même beaucoup de possessions. Ajouter encore d'autres dans un continent où on ne connaît pas. D'ailleurs, on appelait cette place-là l'Afrique mystérieuse, la terre incognita.
cœur des ténèbres. Le cœur des ténèbres, voilà. Et il a repoussé l'offre de Stanley. Et Stanley était peine d'écouter un peu dessus. Et il a entendu dire que les rois des Belges, là, les petits Léopold, ils cherchent des terres pour donner ça à la Belgique. C'est vrai. Et il est parti rencontrer le roi, mais il ne pouvait pas le voir, le roi était toujours ici, il avait ses représentants là-bas. Il a rencontré un certain monsieur Strauss, qui était son conseiller. Aujourd'hui, on dirait son conseiller principal. Et il lui a parlé de ça. Le monsieur a dit, mais ça, il faut en parler. Il faut que le roi voit tout ça. Il a remis un résumé de ses rapports de voyage. Mais un résumé, c'était comme ça, hein, plus que des encyclopédies. Et ici, à Laken, les conseillers ont fouillé, ils ont crié, dit, mais le roi ne peut pas laisser ça. En tout cas, ça c'est pour la Belgique. C'est comme ça que le roi va donner l'ordre à M. Strauss d'engager Stanley et que ce dernier rentre en Afrique, maintenant au service du roi Léopold II. Il est rentré et là-bas, Stanley va engager un autre Anglais, c'est Francis de Winton. Il va l'engager comme son adjoint parce qu'il faut maintenant faire un travail précis et minutieux. Il ne faut pas que au retour, le roi Léopold rejette le travail. Alors nous aurons fait des années en Afrique inutiles. Nous aurons perdu notre temps. Et il a organisé son voyage. Et cette fois-ci, il va remonter le fleuve. Parce que la première fois, il descendait le fleuve. Il a fait ça pendant 3 ans. Et la deuxième fois descendant en Afrique, il va maintenant remonter le fleuve en faisant signer. Quand on dit signer, il faut mettre ça avec beaucoup trop de guillemets. Faire accepter au chef traditionnel la cession des terres à Stanley, c'est-à-dire au roi Léopold II. Et Stanley, on avait signé 570 traités de cession. Des bananes jusqu'à Yangambi. Monsieur, je vous rappelle juste que vous êtes à la moitié de votre temps. Pardon? Je vous rappelle que vous êtes à la moitié de votre temps. Bon, ok. C'est comme ça. Et maintenant, à la conférence de Berlin, les représentants de Léopold II ont montré les preuves que Léopold II connaît bien ces territoires. Il en a les preuves, il a signé des papiers avec des chefs traditionnels qui lui ont cédé la terre. Et voilà, les 14 puissances qui étaient à la conférence de Berlin dans les États-Unis, ils ont accepté que cette partie-là, que personne ne connaît, et qui n'était disputée par personne, ils avaient le problème de conflit entre les Français et les Portugais. Le but même de la conférence de Berlin était de mettre fin à ces conflits qui risquaient d'être maintenant armés entre la France et le Portugal d'un côté et entre la France et l'Angleterre du côté du fleuve Niger. C'est le but premier de cette conférence. Et quand ils ont terminé ça, ils ont trouvé des solutions, ils se sont dit, mais pourquoi pas de partager l'Afrique? Voilà, on va partager l'Afrique.
Et ils ont partagé l'Afrique. Ces grands morceaux est confié à Léopold II le 26 février 1885, comme nous connaissons. Mais on n'était pas dans ces limites que nous connaissons aujourd'hui. Sir Francis de Wilton devient le premier gouverneur général, mais à l'époque on appelait ça administrateur général de l'IC de l'État indépendant du Congo. Les ethnologues sont venus, les linguistes sont venus, les sociologues, tous les spécialistes sont venus au Congo pour étudier qui est là et dans quel groupe ethnique se trouve-t-il. C'était le départ de ce recensement des tribus. Et on ne voit pas une seule place dans tous les rapports où les mots Hutu et Tutsi sont cités. Il n'y en a pas. Quand Léopold II a cédé maintenant l'État indépendant du Congo à la Belgique devient maintenant la puissance colonisatrice. Alors il faut maintenant définir de manière définitive les frontières avec l'Allemagne, qui est la puissance colonisatrice du Rwanda et du Burundi. On disait Rwanda-Burundi. Ils ont tenu cette réunion en mai 1910. Ces frontières-là avaient été pour la première fois changées par Paul Kagame. Mais depuis 1910, toutes les bornes kilométriques étaient inamovibles. Les Hutus et les Tutsis se sont rencontrés à la fin du 15e siècle. Les Hutus qui sont des Bantous, ils ont fait la même immigration que nous. Les Bantous, tous, sans exception, viennent de la région des Nok, au Nigeria. C'est démontré. Il n'y a pas un seul Bantou dont les ancêtres sont venus du côté de l'Est. Ça n'existe pas. Et vous verrez, même actuellement, les Bantous commencent avec les Cameroun, les Gabon, les Congo-Brazzaville, nous autres, l'Angola, c'est toujours du côté de l'Ouest. Et il y a des survivances de cette population que nous pouvons aujourd'hui encore voir. Et les Hutus qu'on appelle aujourd'hui Hutus, arrivés à la région actuellement appelée Centrafrique, eux, ils ont bifurqué vers l'Est. Et de là, ils sont descendus pour s'installer dans ce qui est devenu Burundi et Rwanda. Mais vous trouvez des petites poches dans Kenya, Ouganda et Tanzanie. Les Tutsis sont venus de l'Abyssinie à la confluence, là où les deux fleuves Nil se rencontrent, les Nil bleus et les Nil blancs. C'est le berceau des Tutsis. Et au XVIe siècle, alors que la migration des Bantous était terminée depuis longtemps, la migration des peuples plus au nord était terminée depuis longtemps, maintenant les Tutsis vont entamer
Et c'était vraiment une émigration où ils avaient des problèmes entre eux, là-bas avec d'autres populations. Et ils ont descendu les Nils pour arriver là où ce fleuve-là prend sa source au lac Victoria, mais ils ont dépassé cela pour s'arrêter au Rwanda et au Burundi. Je vais vous inviter à conclure. Ah bon? Oui, le temps passe très vite. Demandez à M. Kobe de viser. J'ai fait combien de minutes? 23 minutes. Ah oui. Ah oui. Je voulais vous montrer beaucoup de choses. Ça, ce sont des histoires, des archives. Et nous avons trouvé ça ici à Terre-Vienne. Moi, j'ai pris ça à Terre-Vienne. Quand les Tutsis disent qu'ils sont originaires de ceci, voilà un patriote congolais. Le grand Mwami Oundé, André Kalinda Muteshie. Il a été Mwami de 1920 jusqu'à sa mort en 1979. 59 ans. Quand les Belges avaient créé des chefferies atypiques, La photo, si vous pouvez la montrer. quand les Belges avaient créé des tribus atypiques, des chefferies, pardon, pour gazer les Rwandais Tutsis, lui a dit non, parce qu'on a créé une chefferie atypique à Massissi. Et lui a dit non, on ne crée pas de chefferie. Et le monsieur ici, il a tout fait. Il est venu ici en Belgique en 1955, en juin 1955, pour dire à Baudouin qui venait 3 ans avant d'être roi ici en Belgique, pour dire pas question, c'est Guichari, c'est notre terre, vous ne pouvez pas donner ça aux Rwandais. Ces gens-là sont des Rwandais. Il a fait... Monsieur Yago, il faut conclure. Et le roi a accepté. Et en 1957, toutes les 3 chefferies créées pour loger ces gens-là, ou Tutsis, étaient supprimées. Le gouverneur général, parmi les plus charismatiques de l'époque coloniale, le gouverneur général Pierre Ryckmans. Ryckmans, qui a été gouverneur général du Congo belge pendant 12 ans, c'est vers la fin, pendant 12 ans, a dit clairement qu'il n'existe pas au Congo belge les groupes de population qu'on appelle les Hutus et Tutsis. Point. On ne peut pas être plus clair. Merci beaucoup, monsieur. En 1927, la dernière phrase. D'accord. En 1927, un vice-gouverneur général, M. Irley, Gaston Irley, il était vice-gouverneur général en 1927. Lui, c'est encore tranchant. Il dit, les Hutus, les Tutsis sont des Banya Rwanda. Point. Voilà. Merci beaucoup. Votre exposé. De toutes les façons, tous les orateurs vont reprendre la parole dans la seconde partie pour un échange beaucoup plus libre.
Je vous remercie. Mais vous pensez que les gens vraiment ont retenu quelque chose? Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup.